19h45. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. Le journal Les Titres, c'est tout de suite. Dakar enregistre sa première pluie et sa première victime. Un enfant de moins de 10 ans meurt électrocuté à Grand-Yoff. Ces quelques millimètres ressuscitent la question de la gestion des eaux stagnantes. Nous ferons le point dans ce journal. Concours général édition 2018-2019, 107 lauréats ont été primés par le chef de l'État Macky Sall. L'excellence comme moteur de l'émergence, quel enjeu pour l'école sénégalaise? Tout le sens de la cérémonie de remise des prix de distinction. Dans cette édition, excursion à Warar, une plage située dans le village traditionnel de Yoff, un véritable patrimoine mystique pour les habitants de la localité. Tunisie, Béji Caïb Essebsi n'est plus le premier président démocratiquement élu et décédé à l'âge de 92 ans. Béji Caïb Essebsi a occupé plusieurs fonctions dans le gouvernement de Habib Bourguiba. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. À l'entame de cette édition, accident mortel à Thiaroye-sur-Mer, un camion a fini sa course dans un bâtiment. Un bilan encore provisoire fait état d'un mort et 4 blessés. Pour plus de précision, nous écoutons capitaine Yatma Dieye du groupement national des sapeurs-pompiers. Il est au micro de Boudal Ndiaye. Oui, les sapeurs-pompiers de Pékin ont été alertés ce jeudi 25 juillet 2019 à 14h24 par le sous-préfet de Thiaroye pour un accident de la circulation routière à Thiaroye-sur-Mer, à 100 mètres ouest donc, du pont de Poste-Thiaroye. Départ des secours à 14h26 sur les lieux à 14h30. Il s'agissait d'un dérapage d'un camion d'une capacité de 17 tonnes transportant du riz qui a terminé sa course sur le côté droit, suivi de heurts au niveau des cantines, occasionnant 5 victimes. Ces 5 victimes ont été dénombrées ainsi. Il y avait 3 urgences absolues, une urgence relative et un corps sans vie. Cette situation appelle à plus de respect aux normes du code de la route, notamment les excès de vitesse. Un entretien et un suivi permanent et régulier donc des véhicules, notamment la situation des conducteurs en conduite, qu'ils soient soit fatigués ou bien, vous m'excusez du terme, que certains conduisent en état d'ébriété avancée. Et la pluie d'hier a fait une victime à Grand-Yoff. Un enfant de 10 ans est mort électrocuté. Et puis nous restons avec le début de l'hivernage dans la capitale sénégalaise. Après ces quelques millimètres, la question de la gestion des eaux stagnantes refait surface. Problème d'assainissement ou incivisme des populations. La réponse dans ce reportage signé Martin Nguer. Le reportage de Martin Nguer sur le début de l'hivernage dans la capitale sénégalaise. Après ces quelques millimètres, la question de la gestion des eaux stagnantes refait surface. Problème d'insalubrité ou problème d'assainissement ou manque de civisme chez certains des populations. La réponse dans le reportage de Martin Nguer que nous allons retrouver avant la fin de cette édition. Nous parlons de tout à fait autre chose. Concours général édition 2018-2019. Les 107 lauréats ont été primés ce matin au Grand Théâtre de Dakar. C'était en présence du chef de l'État. Macky Sall promet de travailler davantage pour un meilleur système éducatif au Sénégal. L'excellence de l'émergence, quel enjeu pour l'école sénégalaise? Tout le sens de cette rencontre. La participation de Youssouf Konté. L'excellence a plané sur le présidium du Grand Théâtre National qui a abrité la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général 2019. Une joie immense se lit sur les visages de ces excellents élèves. C'est un très grand honneur pour moi de pouvoir remporter 2 fois le titre de meilleur élève du concours général. C'est aussi un message à lancer aux autres pour leur dire que rien n'est impossible, qu'ils peuvent réussir à faire autant d'exploits qu'ils le veulent à condition de le vouloir et surtout d'en avoir envie. Diarry Sow, natif de Mbour, est la première du peloton de tête. De sommes colossales ont été remises aux élèves, tout de même contents,
Mais ce jeune homme estime que ce n'est pas le plus important. Je pense réellement que les livres que je recevrai moi en tant que primé, en tant que lauréat du concours général en français me serviront beaucoup plus que l'argent qu'on va me donner aujourd'hui. L'excellence comme moteur de l'émergence, mais quel enjeu pour rendre plus performant le système éducatif sénégalais? Cet enseignant de philosophie qui a lu le discours d'usage pense que il faut d'abord que l'élève sénégalais d'aujourd'hui, à l'image de l'élite intellectuelle déjà citée, veuille être excellent. Et cela contre vents et marées, en dépit de la pauvreté, de l'insuffisance logistique, etc. On dit que la foi déplace des montagnes. Le travail à l'école, le travail à la maison, les recherches dans les bibliothèques scolaires, sur le net, sont, entre autres, des facteurs déterminants de l'excellence. Le président de la République, Macky Sall, de lui emboîter le pas, il précise. L'école doit favoriser l'éclosion de tous les talents et de toutes les compétences en accordant autant d'importance à l'enseignement classique qu'à la formation professionnelle. Ainsi, mon objectif est que 30% au moins des élèves issus du cycle fondamental soient orientés vers la formation professionnelle et technique qualifiante au métier. Le chef de l'État d'ajouter: nous poursuivrons l'édification de l'école, de l'égalité des chances, de l'inclusion et de l'excellence à travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet, complété par les programmes d'éradication des abris provisoires, de modernisation des daras. Le président de la République, Macky Sall, a aussi précisé que l'État du Sénégal va soutenir l'éducation des filles, la promotion de l'enseignement du numérique, des sciences et les mathématiques. Au total, 107 élèves ont été primés par l'État du Sénégal. La particularité, plus de lauréates que de lauréats. Tous les participants n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la marraine Rose Diankounz, ancienne lauréate du concours général sénégalais. Nouveau code de la presse, la Convention des jeunes reporters procède à l'harmonisation de ces textes. Objectif: imprégner et sensibiliser davantage les professionnels des médias sur les nouvelles dispositions régissant la corporation. La Convention des jeunes reporters a tenu un atelier ce matin. Son président Pape Ndiaye, que nous écoutons au micro d'Aliou Diouf. Et nous avons jugé nécessaire non seulement de sensibiliser et d'imprégner nos membres par rapport à ces nouvelles dispositions qui vont désormais régir le secteur des médias, mais également il faut impérativement conformer les textes qui régissent la Convention des jeunes reporters, c'est-à-dire les statuts par rapport à ces nouvelles dispositions. La Convention des jeunes reporters a été mise en place depuis 2004 et le contexte de 2004 ne peut pas être adapté à la réalité donc, de 2019. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire vraiment d'harmoniser nos textes avec les nouvelles dispositions du Code de la presse. Je peux citer l'exemple de l'article 6 par rapport aux conditions à remplir pour être membre de la Convention. Le Code de la presse donne une nouvelle définition au statut de journaliste. Désormais, ici au Sénégal, pour être journaliste, il faut être diplômé d'une école de formation reconnue par l'État du Sénégal ou passer par ce qu'on appelle la commission de validation des acquis de l'expérience pour ceux qui ne sont pas diplômés. Or, une telle disposition n'est pas inclue dans nos textes. Et on peut en dire autant pour les autres dispositions par rapport aux ressources de la Convention des jeunes reporters. Dans le nouveau Code de la presse, il est prévu la mise en place d'un fonds d'appui au développement de la presse qui va bientôt remplacer l'aide à la presse. Et la Convention des jeunes reporters est éligible à ce fonds. Donc, voici autant d'exemples pour un peu justifier l'activité qui se tient aujourd'hui ici à Dakar par rapport à l'harmonisation de nos textes, par rapport aux nouvelles dispositions du Code. Et puis le débat sur la gestion du pétrole et du gaz est loin de connaître son épilogue. La Confédération pour la démocratie et le socialisme donne sa position face à la presse. La CDS s'est également prononcée sur le report des élections municipales. Pape Dembassi est le coordonnateur. Nous l'écoutons au micro de Chersal. Tout le monde parle du pétrole et du gaz, tout le monde parle également de la BBC, de l'affaire Al-Bissal, etc. Nous nous sommes dit, nous en tant que leaders politiques et responsables, nous ne devons pas dire n'importe quoi sans avoir des éléments. Nous avons donc demandé à des experts pétroliers de venir et nous avons passé toute la journée à discuter avec ces experts sur ces différentes questions
qui nous ont édifiés sur les différents enjeux du pétrole et du gaz. Cette question, elle est privée, tout le monde en parle. Laissons la justice faire son travail, ou les justices faire leur travail sur la question. Nous, ce que nous demandons en tant que CDS, c'est que la lumière soit faite sur cette affaire, quelle qu'elle soit. Pour le report des élections, ce qu'on a dit, nous, en tant que CDS, c'est que tous les partis membres de la CDS sont pour le calendrier républicain. Ça, c'est une position de principe de la gauche depuis très longtemps. Maintenant, on a constaté qu'au niveau du dialogue, de la commission politique du dialogue national, on a décidé de reporter parce qu'il y a eu un accord là-dessus. Nous disons, nous, en tant que nous prenons acte simplement du... Vous le savez, les travaux de la VDN 3 ont été suspendus. Conséquence, les habitants de Cambérène vivent dans le calvaire. Les voitures sont obligées de dévier dans les rues du quartier, des rues très étroites et fréquentées par des enfants. Un sujet signé Omar Kane. Des rues étroites, parfois très étroites. Des rues qui font office d'aire de jeu pour les enfants. C'est dans ces rues que les voitures passent depuis l'arrêt des travaux de la VDN 3. Poussière et accidents ne sont jamais loin. Quand les voitures passent, elles soulèvent de la poussière et cela nous fatigue beaucoup. Si on mouillait le sol, cela allait apaiser la poussière. Mais là, vraiment, la poussière nous fatigue. Nos enfants en souffrent. Les voitures entrent ici à n'importe quelle heure, surtout les clandos. Si vous restez quelques minutes, vous verrez tout de suite les clandos entrer et sortir. Et ce n'est pas logique. Mon petit-fils a été renversé par une voiture ici. Mon neveu aussi a été renversé. Il a même perdu l'usage de son pied. Et tout ça à cause des clandos, des taxis et des autres voitures. Une situation causée par l'arrêt des travaux de la voie de dégagement nord numéro 3. Les habitants invitent l'État du Sénégal à terminer les travaux. L'État doit vraiment nous aider, vérifier, mais surtout accélérer les travaux, parce que c'est vraiment lent. Les chauffeurs qui passent par ici, comme nous qui habitons ici, nous n'avons pas le choix. Parce que si la VDN 3 était prête, les voitures n'allaient pas passer par ici. Si les travaux terminent, cela va s'arranger. Les habitants de Cambérène ne dorment plus que d'un œil à cause des voitures qui se faufilent dans les rues de leur quartier depuis l'arrêt des travaux de la VDN 3. Risque d'accidents et de maladies respiratoires hantent leur sommeil. Omar Kane, je vous l'annonçais tantôt, début de l'hivernage dans la capitale sénégalaise. Après ces quelques millimètres, la question de la gestion des eaux stagnantes refait surface. Problème d'assainissement ou incivisme des populations? La réponse dans ce reportage signé Matarguer. Après la pluie, le beau temps, dit le proverbe. Avec le début de l'hivernage, les rues de Dakar affichent le contraire. Ici, au quartier Pencum Tilène de la Médina, la situation suscite beaucoup d'interrogations. La situation est alarmante. À chaque début d'hivernage, nos rues sont inondées d'eau. Pour se déplacer, c'est la croix et la bannière. Souvent, la pluie constitue le prétexte pour certains habitants qui en profitent pour vider leurs fosses septiques. C'est de l'incivisme. Mais aussi, toujours, par exemple, il y a une sorte de non-sensibilisation des gens. Il faut, par exemple, aussi sensibiliser les gens sur ça. C'est très important. Et puis aussi qu'ils écoutent les délégués des quartiers qui sont à la Médina. Ils profitent de la situation pour évacuer les déchets venant de chez eux. Alors, la solution la meilleure est d'enlever les bouches d'égout. Alors, ça évacue vite. Quand l'eau vient en quantité, ça pourra enfin faire un peu une solution, quoi. La vétusté des canalisations est aussi pointée du doigt. La seule solution que je vois, avant d'avoir fait les pavés là, il fallait d'abord faire la canalisation. Parce que la canalisation, ça a trop duré. Ça va durer plus de 50 ans. Les tuyaux ne donnent plus, parce que c'est en fibrociment. Et maintenant, c'est en PVC, en plastique. On devait normalement rechanger ça, comme ça.
il y aura un début de solution. Canalisation vieillissante ou incivisme de certains Sénégalais, ces eaux stagnantes et parfois boueuses sont souvent la cause de beaucoup de maladies, comme le paludisme. Allons à présent à la découverte de Warar, une plage située dans le village traditionnel de Yoff, un véritable patrimoine mystique pour les Yoffois, nous dit Babacar Touré. Située sur la partie rocheuse de la Grande Côte, dans le village de Yoff, au quartier Tongo précisément, Warar est une plage pas comme les autres. D'après le récit des anciens, l'endroit tient son nom de l'esprit qui l'occupait, d'où son caractère mystique. Quand on dit que c'est une plage mystique, moi je confirme, parce que plusieurs saints y priaient. Tout ce que je peux vous dire sur Warar, c'est que c'est un bon endroit, c'est un lieu de prière. À Yoff, l'enfance débute dans cette plage, dans ce village lébou. Il est difficile de rencontrer un plongeur qui ne connaît pas le site. Ils ont tous appris à nager à Warar. C'est comme un lieu d'initiation pour eux. Ici, presque toutes les générations ont appris à nager ou à plonger à Warar. Avec sa piscine naturelle, la plage constitue un lieu sûr pour les enfants. Nous veillons sur la sécurité des enfants. Chaque jour, tous les enfants qui ne sont pas accompagnés doivent quitter la plage de 12h jusqu'à 15h. C'est comme ça que nous nous sommes organisés. Pour le moment, tout va bien. Conscients de la place qu'occupe la plage dans leur patrimoine historique, les jeunes Yoffois se sont engagés depuis des années pour sa protection. Avec les moyens du bord, ils veillent tous les jours sur la sécurité des enfants et autres visiteurs. Moi et mes amis, on a décidé de mettre quelque chose ici, que tous les habitants du village de Yoff ou bien même à Dakar pourront venir ici pour se baigner. En plus, même si vous voulez faire des études et tout, tu peux venir s'asseoir sur les rochers là. Tout ça, c'est possible. Au-delà, les jeunes entendent vulgariser le site pour augmenter son attractivité. Sur l'international Tunisie, la présidentielle initialement prévue le 17 novembre sera avancée et cela fait suite à la mort du président Béji Caïb Essebsi. La date retenue pour la tenue du scrutin sera ultérieurement communiquée. Décès aujourd'hui du président tunisien Béji Caïb Essebsi a cheminé avec Habib Bourguiba. Il a occupé plusieurs fonctions dans le gouvernement. Béji Caïb Essebsi est décédé à l'âge de 92 ans. Retour sur la vie de l'homme avec Ibrahima Kamara. Souvent désigné par l'acronyme BCE, né le 29 novembre 1926 à Sidi Boussaïd, élu 4e président de la République de Tunisie, proche d'Habib Bourguiba, il est le fils d'un agriculteur descendant d'un captif d'origine sarde. Il effectue ses études secondaires au collège Sadiki, marqué par les événements du 9 avril 1938 qui déclenchent le début de son militantisme et son intégration dans la jeunesse du Néo-Destour. Il étudie le droit à Paris où il devient vice-président de l'Assemblée des étudiants musulmans nord-africains et membre actif de la résistance contre le protectorat français. Grâce au soutien de Habib Bourguiba Junior, il obtient sa licence avant de regagner Tunis pour exercer son métier d'avocat. Après l'indépendance, il intègre les sphères du pouvoir, devenant directeur de la Sûreté nationale à la suite d'un complot contre Habib Bourguiba, secrétaire d'État adjoint à l'Intérieur auprès du ministre Tayeb Mahiri. Il le remplace à sa mort en 1965. Faisant face aux troubles liés à la guerre des 6 jours à l'affaire Bel Khodja, il est reconduit dans le gouvernement de Behi Lakdam en tant que ministre de la Défense. Élu député en 1969 pour la circonscription de Tunis, il quitte le gouvernement en 1970 pour devenir ambassadeur en France, mais démissionne en raison d'un conflit au sein du parti au pouvoir concernant la gestion de l'État. Exclu du parti, il subit une traversée du désert avant de réintégrer le gouvernement de Mohamed Mzali à la condition d'instaurer une démocratie et de mettre fin au pouvoir personnel de Bourguiba. En 1981, il est nommé ministre des Affaires étrangères où il est
est confronté à plusieurs crises diplomatiques, notamment la guerre du Liban et l'opération Jambe de bois. Il quitte ses fonctions en 1986 pour devenir ambassadeur en Allemagne de l'Ouest. Après le coup d'État du 7 novembre 1987, il intègre le Rassemblement constitutionnel démocratique du nouveau président Zine Al Abidine Ben Ali, élu. Et puis, Soudan, arrestation de militaires proches de l'ex-président Omar el-Bashir. Il s'agit de plusieurs officiers de haut rang et d'influents membres de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès national. Ils seront interrogés et présentés devant la justice pour avoir tenté d'organiser un coup d'État visant à aider au retour au pouvoir de l'ancien régime du parti du Congrès national. Le portrait du jour à présent, Mamadou Alpha Diallo, une personne en situation de handicap qui a choisi de gagner sa vie à la sueur de son front. Habitant de Tivaouane Peulh, Mamadou quitte tous les matins son domicile direction Médina, la rue 25, pour vendre de l'eau. Son portrait nous est dressé par Ndaï Mariam Gaïa. Assis sur une chaise roulante, remplissant des bouteilles d'eau, cet homme, âgé d'une quarantaine d'années, se nomme Alpha Diallo. Le natif de Tivaouane Peulh vit avec un handicap physique. Handicap qui ne freine en rien son dynamisme et sa détermination. J'habite à Tivaouane Peulh. Je ne suis pas né avec cette situation de handicap. C'est une piqûre d'aiguille accidentelle qui en est à l'origine. Propriétaire d'un robinet public à la rue 25 de la Médina, Alpha Diallo préfère se frotter au dur labeur plutôt que de tendre la main. Je ne souhaite pas mendier et je ne le peux même pas. Travaillant depuis l'époque du président Abdou Diouf, le quadragénaire a réussi à bâtir sa propre maison. Papa de 8 enfants, il s'efforce à assurer la dépense quotidienne. Au temps d'Abdou Diouf, le maire m'avait offert un terrain et j'en ai fait mon lieu de travail. C'est pour gagner ma vie. Père dévoué et attentionné, Alpha Diallo est une fierté pour sa fille. C'est un père gentil, aimable, adorable, qui donne tout à ses enfants, particulièrement aux gens qui l'entourent. Et on se sent fier de lui. Pour ses voisins, le témoignage reste le même. Alpha, un homme d'une générosité incommensurable. C'est un homme généreux, gentil et très avenant. Alpha pouvait aller mendier comme les autres, mais il ne l'a pas fait. Il est là à travailler. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. La mendicité, une voie facile selon Alpha, qui prône l'auto-emploi et exhorte quand même l'État à une meilleure prise en charge. Et c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.